doit savoir pour 2026. On va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. Les nouvelles obligations légales. Alors, je dis nouvelles, il y en a, la plupart d'entre vous connaissent ces obligations légales. On va juste faire un rappel du cadre légal hein, avec la loi de finances, la suppression du PPF. Est-ce que ça change? Qui devait être le PPF. Du coup, forcément, le rôle des PDP aujourd'hui, ce qu'on appelle des plateformes de dématérialisation partenaires. Hein. Tout au long de la présentation, je vais parler de PDP. Donc retenez bien, c'est une plateforme de dématérialisation partenaire. Le calendrier officiel, qui est encore valable aujourd'hui. Il n'y a pas eu de changement récent, donc on va faire juste un rappel sur la partie émission et réception obligatoire des factures. Ensuite, on regardera de votre côté quels sont les prérequis pour vous pour être en conformité et quelles sont les bonnes pratiques pour être prêt vis-à-vis du calendrier. Notamment, on va parler de la qualité des données au niveau du client, au niveau des fournisseurs, quelles sont les mentions obligatoires sur une facture, les formats qui sont conformes. Il y en a trois grands formats, hein, UBL, C2I et Facturix. On rentrera dans le détail de ces trois formats, les cas d'usage et le e-reporting. Et on fera un focus aussi sur la partie annuaire des entreprises. Vous allez voir, c'est un élément important de la réforme. On fera juste un point sur le protocole DKIM, donc le protocole qui permet de certifier les emails, puisque souvent il y a un amalgame entre les emails et la dématérialisation des factures. On fera un focus dessus, un rappel. Alors, il y en a pour qui ça parle déjà le DKIM, mais je trouvais important de le rappeler, notamment quand on parle de prérequis, de bonnes pratiques et de conditions pour être prêt pour la réforme. Le fait d'avoir un domaine certifié en fait partie. Et on finira par les solutions qui sont disponibles, donc les solutions actuelles et les solutions futures qui sont compatibles et branchées avec Onaya Negos. On va en avoir trois qui sont nos partenaires historiques chez DN Negos, que sont Quadient, AGP et Bob. Et on va voir comment ça s'intègre avec le RP. On finira par un schéma pour que ce soit plus parlant pour tout le monde de comment ça fonctionne aujourd'hui, surtout comment ça va fonctionner demain. Voilà, je vois qu'à peu près tout le monde est connecté, donc on va pouvoir lancer. Il y a quatre grands avantages à la facturation électronique. Le premier, c'est effectivement un gain de temps et un gain de productivité, puisqu'on va pouvoir automatiser des tâches qui aujourd'hui sont peut-être manuelles. Ça permet aussi de réduire les erreurs de saisie et de traiter plus rapidement des factures. Ça, c'est vraiment le premier gros avantage de pouvoir dématérialiser les factures. Ensuite, forcément, on a la partie réduction des coûts. On diminue les coûts d'impression, les coûts d'envoi, les coûts d'archivage de tout ce qui est facture papier. On améliore la sécurité et la traçabilité, puisque forcément, là, on a la protection contre les fraudes des impayés, une meilleure conservation des documents. Quand on parle d'archivage, il y a un archivage légal qui est 10 ans de votre côté, enfin 10 ans pardon sur la plateforme et 3 ans de votre côté. Ces données-là d'archivage légal et en tout cas de durée sont maintenues, hein. Ça existe déjà aujourd'hui, hein. Donc on conserve les mêmes données et les mêmes temps d'archivage pour les factures électroniques. Et ensuite, on facilite forcément le recouvrement dedans, puisqu'on a tous les outils nécessaires pour suivre les paiements, pour les relancer en cas de retard de paiement. Ok. Forcément, il y a aussi une cinquième raison qui est la raison bonus, forcément, et qui est forcément le meilleur respect de l'environnement, puisqu'on va réduire du coup la consommation de papier et d'encre quand on parle de plus à archiver des factures papier. Ok. Les nouvelles obligations légales, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vous ai fait une checklist en fait de ce qu'il faut bien comprendre pour la nouvelle réforme. La première, c'est la base de données. La question que vous posez, est-ce que votre référentiel client, fournisseur, article, est-ce qu'il est à jour? Ok. Quand je parle de référentiel client, fournisseur, ça veut dire est-ce que vous avez bien le bon contact avec un email? Est-ce que vous avez bien les bonnes données? Est-ce que vous avez bien le numéro de SIRET et surtout le numéro de sirène? Puisque ça va être des champs qui vont être essentiels, pour pas dire obligatoires, sur le PDP. On va y revenir après, mais sur l'annuaire, ça va être un numéro de sirène qui va enregistrer une société. Donc, vérifiez que vous, de votre côté, au niveau de votre base de données, votre référentiel article client fournisseur, il est bien à jour. Le suivi des statuts, est-ce que vous faites suivre les 14 statuts de traitement d'une facture depuis le dépôt sur une PDP? 14 statuts, en fait, c'est les 14 statuts permettent de renseigner le cycle de vie d'une facture. Il y a certains statuts qui seront obligatoires, entre guillemets, déposés, rejetés, encaissés, refusés. Et il y en a d'autres qui sont plus recommandés, entre guillemets,
mise à disposition, pris en charge, approuvé, approuvé partiellement, paiement transmis. Voilà, il y a 14 statuts différents. Si vous faites déjà de la facturation électronique aujourd'hui, vous savez, si vous ne le faites pas encore, il va falloir mettre ça par écrit et poser quels sont les différents statuts pour votre facture. Les mentions qui sont obligatoires, est-ce que vos factures comportent bien les données à transmettre selon les flux, c'est-à-dire B2B, B2C, à l'international ou B2J? Aux dernières nouvelles, la plateforme Chorus est maintenue hein, quand vous faites du B2J. Il y a un certain nombre de champs obligatoires, alors je ne les connais pas tous par cœur, mais par exemple, je pense au code service. Si vous ne mettez pas le code service, votre facture, elle n'arrivera jamais. Je parle sur Bob, on verra en fin de présentation, mais Bob Desmat, pour ceux qui facturent sur la Belgique, c'est le réseau PayPal. Il faut être capable de transmettre une facture en XML. PayPal n'accepte que les factures en XML. Voilà, il y a un certain nombre de contraintes qu'il faut voir aujourd'hui. On a aussi les cas d'usage. Il en existe 36 des cas d'usage. Alors, pareil, je ne les connais pas tous par cœur, les cas d'usage, mais il faut savoir si vous êtes en mesure de traiter des cas, notamment bah, des acomptes, de la multicommande, des tiers payeurs ou vous facturez en France, mais c'est quelqu'un qui est à l'étranger qui va régler la facture. Voilà, il y a 36 cas d'usage différents. Je vous laisserai creuser les différents cas d'usage et notamment sur les 36 cas d'usage et lesquels sont concernés, c'est-à-dire lesquels sont applicables chez nous pour pouvoir être conforme sur la partie la nouvelle réforme des PDP. On a les formats. Est-ce que vous avez préparé vos systèmes pour émettre en UBL, en C2I, en FactureX? Alors là, cette partie-là, vous en inquiétez pas trop, puisque Onaya Negos va être compatible avec ces formats-là, notamment le format FactureX, qui est un format qui mêle à la fois du XML et un PDF. Donc le PDF classique, hein, qui est lisible par le commun des mortels, et la partie XML pour pouvoir transmettre les données aux différentes plateformes. Et enfin, le e-reporting, est-ce que vous pouvez transmettre vos données tous les 10 jours pour le B2C et le B2B international? Ok, parce qu'au-delà de la partie facturation électronique, dépôt des factures sur le PDP, il y a aussi la partie e-reporting. Pour continuer sur la checklist, bon, ça vous le savez, la facturation électronique, c'est pas nouveau. Ça va devenir obligatoire enfin, ça l'est déjà, pardon, pour les échanges avec les commandes publiques via Chorus. Ce qui va changer, le portail public de facturation qui devait être au cœur d'année 2023. Et on a l'obligation aujourd'hui de passer par une plateforme de dématérialisation partenaire des PDP. Il y avait eu un projet effectivement de l'État de faire l'équivalent d'un Chorus Pro qui aujourd'hui pour les administrations publiques de faire la même chose pour l'échange de factures entre professionnels. Il a été complètement abandonné ce projet-là. Et puis, enfin, pour la petite anecdote, ça devait être une plateforme qui devait être gratuite. Donc, c'est PDP obligatoire pour tout le monde. Le nouveau calendrier, qui est pas si nouveau que ça, c'est 2026, l'obligation de réception des factures électroniques pour toutes les entreprises, et 2027, l'obligation d'émission. Gardez quand même en tête, pour la Belgique, c'est janvier 2026 et pour la France, c'est juillet 2026. Gardez en tête cette partie-là. Parce que quand on dit qu'il y a une partie qui est obligatoire en réception, une autre partie qui est obligatoire en émission, sachez quand même que la première deadline, la première séance dans laquelle il va falloir être compatible, ça reste juillet 2026. Et comme je l'ai dit juste avant, il y a des formats structurés, c'est pas seulement envoyer un PDF par email. Il faut que les factures soient au format FactureX, UBL ou C2I et que ce soit opérable, pardon, et conforme aux exigences de la DGFiP, du coup des impôts. Donc il y a un certain nombre, alors là c'est plutôt nous côté éditeur, mais il y a un certain nombre de champs qui sont obligatoires, il y a un certain nombre de métadonnées qui sont obligatoires. On s'appuie sur des partenaires pour faire ça, nos partenaires historiques, comme je le disais en introduction, pour pouvoir être conforme au niveau de la facturation, au niveau des formats de facture, pour que tout soit compatible, que toutes puissent se parler. On y viendra juste après, mais les PDP peuvent se parler entre elles, hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la plateforme PDP qui est faite, il y en a 90 aujourd'hui, qui sont pré-enregistrées. Vous pouvez avoir des plateformes qui sont compatibles entre elles. Euh, Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, les factures électroniques, là, elles transitent sur une plateforme qui est utilisée à la fois par l'émetteur et par le destinataire. Et Chorus et PDP sont accrédités par l'administration fiscale ou un opérateur de dématérialisation. Ok. Opérateur de dématérialisation, ce qu'on appelle un OD. Là, quand on prend par exemple la partie Onaya BTP, qui est notre filiale qui gère la partie enfin, pardon, gestion de chantier, est considéré comme un opérateur de dématérialisation puisqu'ils sont capables de sortir un format FactureX directement depuis le logiciel. Donc,
Le calendrier à retenir, 1er septembre 2026, obligation de réception. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, auront l'obligation de recevoir les facturations électroniques. Obligation d'émission pour les grandes entreprises et les ETI, c'est toujours pareil, ça commence par les grands groupes et après on finit par les TPE. Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, ce qu'on appelle les ETI, doivent obligatoirement émettre et recevoir. Là, pour eux, c'est les deux. Pour y ajouter les mentions légales. Et enfin, 1er septembre 2027, obligation d'émission TPE, PME. Les petites et moyennes entreprises doivent obligatoirement émettre des factures. Alors, pourquoi je vous disais qu'il faut quand même retenir 2026, puisque quand on parle des grands groupes et des ETI, je parle des grands fournisseurs d'accès, des fournisseurs d'énergie, des fournisseurs d'eau. Quand ils vont vous envoyer une facture, ils vous enverront pas un mail, ce n'est déjà plus le cas aujourd'hui. Ils vous envoient pas une facture par mail, ils vous envoient une information comme quoi votre facture est disponible sur leur portail, par exemple, pour un portail pour Orange, un portail pour Free, un portail pour SFR, un portail pour la SOR, un portail pour la Poste, par exemple, pour pas les citer. Ça, c'est pareil, ça, c'est vous à disparaître, puisque tout sera sur la plateforme PDP. Donc, il faut que vous ayez un compte aussi. On va voir ensemble, hein, c'est assez simple à créer un compte, hein, c'est juste un numéro de sirène pour que vous puissiez aller récupérer votre facture et la régler. Ok. C'est pour ça qu'en fait, l'obligation, vous, en tant que TPE, PME, puisque 95% des gens qui sont connectés ce matin sont des TPE et des PME, on peut se dire, bon, bah, j'ai encore un peu de temps, c'est le 1er septembre 2027. Bah, en fait, non, ça va venir vraiment très très vite. Il faut que vous soyez capable d'aller régler votre facture Orange en 2026, voire même à partir de juillet 2026. Ok. Donc ça va venir, voilà, c'est dans un an à peine. La transmission des factures, donc je vous ai mis un premier schéma pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Vous avez le fournisseur qui émet des flux de factures dans les deux sens sur une PDP et vous avez l'acheteur qui transmet aussi un flux de factures sur une PDP. Ok. Et entre les PDP, il y a un flux de factures. Alors, pourquoi il y a deux PDP sur le schéma? Comme je disais juste avant, les PDP sont compatibles entre elles dans le sens où elles savent se parler, elles savent s'échanger des données, elles savent se comprendre, elles savent échanger du FactureX, de l'UBL ou du C2I. On n'est pas obligé d'avoir tous la même PDP. Peut y avoir une PDP côté fournisseur et une PDP côté acheteur, et les PDP se parlent entre elles. Qu'est-ce qu'elles font après de ces données et de ces flux de factures? Eh ben, tout simplement, elles transmettent des factures et des transactions à ce qu'on appelle un concentrateur de données. Donc là, avec l'annuaire des entreprises, comme je disais juste avant, là, toutes les entreprises seront référencées avec un numéro de sirène. Il y aura le concentrateur des données et tout ça, c'est transmis à l'administration fiscale, donc aux impôts. D'accord. Là, quand on parle d'acteurs publics, ici, c'est la DGFiP, et là, j'ai une ou plusieurs PDP qui s'échangent des factures entre un acheteur et un vendeur. Voilà. Ça, c'est un schéma qui ressemble quand même beaucoup à l'existant, si ce n'est qu'il y a un PDP en plus et qu'il y a un concentrateur de données. Et l'État prend ça comme au passage qui s'appelle la TVA. Voilà, c'est assez simple. Quand on regarde un peu comment est fait la loi de finances, c'est forcément pour lutter contre la fraude à la TVA, mais ça, vous l'avez déjà compris. On va rentrer dans le détail sur l'annuaire des entreprises et l'annuaire de la DGFiP, puisque c'est un élément important. Il y a plusieurs choses à savoir. Le premier, c'est pourquoi ça a été mis en place. C'est une base de référence unique et centralisée pour répertorier toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA, déterminer la préférence des acheteurs pour recevoir leur facture via une PDP avec un routage qui est précis. Vous êtes enregistré, vous enregistrez vos fournisseurs, vous enregistrez vos clients. Tout le monde est sur cette base de référence unique avec le numéro de sirène. Où on peut le trouver? Alors, il est accessible depuis le concentrateur de données. Il est aussi mis à disposition à travers des API. Ça, on y reviendra après. Et nous, en tant qu'éditeur de logiciels, on vous met aussi à disposition ces API-là pour pouvoir récupérer ces données. Il est mis à jour quotidiennement sur la base de l'INSEE, sur les entreprises privées et publiques. Alors, ça veut dire que dès qu'il y a une société qui se crée en France ou en tout cas même en Europe, puisque c'est une législation et une directive européenne, et ben, chaque entreprise qui se crée sera enregistrée dans cet annuaire-là. Il est mis à jour par les PDP pour modifier les informations de routage, d'adressage, ajouter des établissements, parce que quand on parle des numéros de sirène, on est sur les établissements, ou de services. Voilà, hein. Donc c'est mis à jour quotidiennement. Quelles sont les informations qui sont dedans? Eh ben, il y a pour chaque entreprise, comme je disais, numéro de sirène, numéro de SIRET, la raison sociale, l'adresse postale, pardon, le code ligne d'adressage, le code routage, le code service, pour ceux qui font du B2J avec Chorus, et les données complémentaires relatives au secteur public. Voilà, donc ça, c'est les infos. Il y en a d'autres, hein, forcément, il n'y a pas que ça, mais c'est les informations essentielles pour identifier l'entreprise dans cet annuaire-là. Et forcément, bah, quel est le rôle de ça? Bah, c'est obtenir une ligne d'adressage qui correspond à l'ensemble des informations de la PDP qui est choisie par l'acheteur.
comme je disais juste avant, les PDP peuvent se parler entre elles, et donc il faut que chacun ait les bonnes informations. Si aucun résultat n'est trouvé, la facture est rejetée pour erreur d'adressage et vous aurez un statut qui s'appelle destinataire inconnu. Je répète ce que j'ai dit juste avant, très important de mettre à jour vos données. C'est pour ça qu'on fait un webinaire là au mois de mai, un peu en avance par rapport à la réforme, pour que vous n'ayez pas à faire ça en janvier et encore moins en juillet 2026 en disant zut, ma base de données, mon référentiel n'est pas à jour, j'ai pas la bonne adresse, j'ai pas la bonne raison sociale, j'ai pas le bon établissement avec le numéro de sirène, j'ai pas la bonne adresse email, etc., etc., etc. Pour que vous puissiez anticiper et pouvoir, pardon, déjà mettre à jour vos données. Les bases de données peuvent être très variées, peuvent avoir des fichiers, peuvent avoir des saisies à droite à gauche. C'est important de pouvoir déjà travailler vos données avant la réforme et de prendre le temps de le faire pour justement éviter d'émettre des factures qui vont arriver en destinataire inconnu et que vous aurez du mal à vous faire régler. Quelques bonnes pratiques du coup pour l'annuaire. Toujours renseigner les adresses électroniques dans les factures pour éviter d'avoir à découvrir des adresses possibles et donc s'exposer à avoir sa facture rejetée. Utiliser des adresses de type sirène underscore suffixe pour pas dépendre des sirettes, qui changent tout le temps, ça vous le savez, en cas de déménagement. L'entreprise confirme et définit ses adresses, donc au moins le sirène, puis d'autres suivent les besoins fonctionnels de type sirène underscore suffixe. Et l'entrée d'une adresse ne pourra être faite que par les PDP et uniquement pour un sirène présent. À initialisation, en fait, c'est une seule adresse sirène, un numéro de PDP indiquant qu'il y en a pas. Donc s'il n'y en a pas, vous avez deux codes, c'est 000 ou 4 fois 9 par exemple. Quels sont les prérequis et les bonnes pratiques? Eh ben, il y en a plusieurs pour se mettre en conformité. La complexité de l'activité, quel est le pourcentage d'envoi de factures B2B France, B2B international, B2C et B2J que vous avez? Donc là, quand on parlait tout à l'heure des cas d'usage, c'est vous qui savez combien vous avez de factures mensuelles. Je ne parle pas forcément des factures quotidiennes, mais beaucoup font ça de facturation de fin de mois. Quel est le volume de ces factures, quel est le pourcentage d'envoi en France ou à l'international, et sur la partie Chorus aujourd'hui, quels sont les formats de factures requis, UBL, C2I, Factory, ce qu'on peut le faire aussi par EDI, ou les PDF, comment l'intégrer, toutes les données qui sont obligatoires, le nombre de factures, hein, combien de transactions qui sont liées au inventing ou e-reporting, hein, c'est-à-dire là pour sur la partie internationale d'émettre tous les 10 jours le e-reporting, c'est-à-dire l'ensemble des factures que vous avez émises. Le nombre de cas d'usage, comme disais juste avant, combien vous avez de cas d'usage, vous, à traiter, la gestion des frais, les acomptes, les escomptes, tout ce qui va bien. Il y en a 36 différents, il y en a combien sur lesquels vous êtes concerné? Les process financiers, est-ce que l'écosystème IT, le process de facturation chez vous, c'est simple et c'est fluide? Est-ce qu'il y a un workflow de validation? Parce que quand il y a une facture qui arrive, par exemple, si elle dépasse un certain montant, bah, il y a une personne ou deux personnes qui valident. Comment ça se passe chez vous? Quel est votre budget? Quel est votre budget pour vous mettre en conformité? Parce que ça, c'est un élément important. Vous avez les coûts de mise en place, vous avez aussi les coûts de la facturation. Ça, c'est un coût à la facture, hein, c'est de la consommation. Mais ça, ceux qui utilisent déjà la facturation électronique aujourd'hui, ça ne va pas beaucoup vous changer. Ça reste un coût à la conso. Mais ceux qui ne le mettent pas en place, il faut bien prendre ça en compte. Et quelles sont les ressources qui sont disponibles chez vous? Qui est disponible pour réaliser des développements? Comment nous, en tant qu'éditeur de logiciel, on peut vous accompagner, sur quelle partie on a besoin de vous accompagner, qui va gérer ça chez vous en interne. Vous avez peut-être forcément un acheteur ou une acheteuse qui centralise tout ça, ou une comptable, ou un comptable. Voilà, donc là, je vous enverrai les slides hein, pour que vous puissiez reprendre les checklists et les bonnes pratiques pour se mettre en conformité, que vous puissiez revoir ça à tête reposée. Voilà, je voulais quand même vous présenter ça. Il y a quatre grands axes à travailler pour pouvoir réussir la transition. Le premier, comme je disais, c'est préparer vos données, nettoyer vos bases clients et fournisseurs, renseigner les sirettes, les sirènes, les adresses électroniques, les numéros de TVA. Ça, je pense que là, vous allez pouvoir être autonome pour faire cette partie-là, parce que vous êtes ceux qui connaissez le mieux vos données. Connaître les bons formats, oubliez les Excel, les PDF classiques, hein. Aujourd'hui, c'est le Facturix qui est le plus utilisé. Donc, comme je disais juste avant, c'est une version hybride entre un PDF qui est lisible et un fichier XML qui est structuré pour les plateformes. Il faut se préparer au reporting, donc c'est pas uniquement envoyer des factures, il faut aussi déclarer certaines transactions, donc hors de France, en B2C, etc. Et il faut s'inscrire dans l'annuaire, hein, c'est obligatoire pour vos clients fournisseurs pour qu'ils puissent vous trouver entre guillemets dans le système. Ok. Donc là, vous le voyez bien, c'est un projet qui est autant organisationnel que technologique. Il faut impliquer vos équipes de compta, d'admin, de DSI, de direction.
Je fais un focus quand je parle d'impliquer pardon, les équipes admin direction, je fais un focus quand même sur la partie DKIM, qui est un protocole. Qu'est-ce que c'est le DKIM? Donc, c'est la norme Domain Case Identified Mail. Donc, c'est une méthode d'authentification d'email. Elle permet plusieurs choses, d'empêcher les spammers de se faire passer pour un domaine qui est légitime. Toutes adresses électroniques ont un domaine, donc c'est la partie qui est après le arrobase. Le DKIM associe le nom de domaine au message même et vous signez entre guillemets chaque email en le rattachant à votre nom de domaine. Donc c'est une double garantie, hein. Prouver que vous possédez le nom de domaine pour l'envoi, qu'il n'est pas usurpé et on garantit aussi le message lui-même. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on sait qu'on a beaucoup de clients aujourd'hui qui n'ont pas d'adresse email professionnelle, c'est-à-dire que qui n'ont pas un domaine certifié, qui envoient des emails depuis une adresse Orange, depuis une adresse Yahoo, depuis une adresse Gmail, et j'ai rien contre eux, hein, mais ça reste des fournisseurs d'accès grand public, entre guillemets, sur lequel vous n'allez pas pouvoir certifier votre domaine, vous n'allez pas pouvoir mettre des enregistrements DNS. Et du coup, bah, vous avez déjà des premières difficultés aujourd'hui pour envoyer des emails unitaires, encore plus pour envoyer des emails sur la partie facturation de fin de mois, c'est-à-dire envoyer des emails en masse. Et ce sera encore pire demain quand il y aura la réforme du PDP. Donc prenez ça aussi en compte sur la partie DKIM. Il y a plusieurs choses, hein. Vous améliorez la délivrabilité et la réputation. On évite les fraudeurs et les spammers qui pourraient utiliser votre marque et votre nom de domaine pour envoyer des emails litigieux en votre nom. Donner la preuve que vous êtes légitime à envoyer et limiter les chances que le message parte dans les spams. Parce que c'est le cas aujourd'hui, surtout quand vous faites de la facturation fin de mois, si vous avez 2000 factures à envoyer et que vous n'avez pas de domaine, vous le faites depuis une adresse Orange, vous pouvez être considéré très vite comme un spammer. Et juste pour finir sur le DKIM, c'est une signature unique. C'est une signature qui est numérique, elle contient une clé privée de chiffrement qui peut être lue de bout en bout sur les serveurs de réception avec une clé publique. En gros, là, vous avez vous, expéditeur, vous avez votre clé, c'est bon. Vous n'avez pas votre clé, ça peut passer en spam. Ok. Donc il y a ça aussi à prendre en compte avant la réforme du PDP et ça pourra servir déjà dès aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas de domaine, qui ont des adresses d'un ou des fournisseurs d'accès Internet public, en tout cas enfin, grand public, j'ai dit des Orange, des SFR, enfin, encore même pas des adresses Wanadoo qui peuvent traîner. Passer très très vite sur un domaine. Il y a comment faire ça? Parce que je vois déjà la question de vous allez sur des fournisseurs de domaines, hein, de domaines internet, de noms de domaines de sites internet, du GoDaddy, du OVH, du Yonos. Ça doit coûter 5 euros par an d'avoir un domaine sur lequel vous pouvez mettre jusqu'à, je crois, 5 ou 10 adresses email en fonction des fournisseurs. Faites-le tout de suite, ça va vous servir maintenant et ça vous servira plus tard. Concernant les solutions qui sont disponibles aujourd'hui, alors il y en a 90 des PDP qui sont enregistrés, ce que je disais avant. Qui est la meilleure PDP? Je ne sais pas. Il n'y a pas de meilleure PDP. Il y a la PDP qui répond à votre besoin, qui couvre les cas d'usage dont vous avez besoin et qui a un coût de consommation qui est absorbable par votre entreprise. Ok. Nous, enfin moi je vais vous en présenter trois parce que c'est trois solutions historiques qu'on a chez nous et qui déjà fonctionnent avec les obligations légales aujourd'hui de facturation électronique et qui fonctionneront demain avec la réforme de PDP. Mais comme je disais juste avant, les PDP peuvent se parler. Ce qu'on va faire, c'est ceux qui utilisent Quadient aujourd'hui NeoTouch, il y a l'évolution de ce produit-là qui s'appelle Quadient Impress. Je vous ai mis quelques copies d'écran. Euh, c'est notre partenaire historique, hein. La plupart, pour pas dire la majorité de nos clients utilisent Quadient. Ils ont le statut déjà PDP qui est matriculé auprès de la DGFiP. Il y a toutes les fonctionnalités clés dont on a besoin, l'envoi réception de factures dans les bons formats, les contrôles métiers, des suivis de statut et toute la partie archivage légal. C'est complètement intégré avec des connecteurs standards et en API. Les points forts, bah voilà, c'est 500 000 clients mondiaux aujourd'hui, Quadient, c'est une automatisation à 360 degrés, pilotage des IA avec des workflows. Voilà, c'est notre partenaire historique, c'est celui qui est le plus représenté chez nos clients aujourd'hui et qui le sera sûrement encore plus demain, puisque tous nos clients ne font pas la facturation électronique, mais là, vous avez bien compris que tout le monde va devoir y passer. Donc, ceux qui ont l'évolution, pardon, Quadient NeoTouch, l'évolution avec le PDP, ça s'appelle Quadient Impress. Ça, c'est le premier outil qui est disponible. Ensuite, on en a un deuxième qui est Bob Demat. Donc là, c'est plus pour ceux qui font de la facturation en Belgique ou qui sont en Belgique.
Pareil, hein, c'est un module de dématérialisation qui est fait par Bob, enfin par Sage, qui est l'éditeur de Bob 50. Alors, ils ne sont pas certifiés PDP, mais c'est interfaçable. Les fonctionnalités qui sont clés, numérisation, import de documents, l'extraction des données, le circuit d'approbation, la liaison automatique, les écritures comptables. L'intégration native Bob version cloud. Donc en fait, il y a Bob Demat qui est la version client-serveur et Cloud Demat qui est la version cloud comme son nom l'indique. Donc ça dépend, c'est pareil. Si vous avez votre logiciel qui est hébergé ou non. Et les points forts, bah, c'est forcément c'est conçu pour les fiduciaires, les experts comptables. Il y a des pré-encodages, ça centralise tous les documents. Là, enfin moi je le conseille plutôt pour ceux qui font de la facturation en Belgique et au Luxembourg ou qui sont en Belgique de passer par là. Et le troisième outil, qui est le troisième le plus représenté chez nous, c'est ADGP. Alors, je vous ai mis une copie d'écran parce que, en fait, c'est déjà le cas aujourd'hui. On a déjà la partie dématérialisation. On a déjà aussi l'EDI avec ADGP. Pareil, un statut PDP immatriculé auprès de la DGFIP. Des fonctionnalités clés, idem, hein, des maths entrantes sortantes, des formats SOC, leur SOC, du e-reporting, la gestion centralisée des référentiels. Il y a des modules complémentaires de B-Sign, donc de signature électronique, et FigProcB, qui est la gestion des fiches produits. Et ça prend en charge une prise en charge sectorielle avec une grosse personnalisation et un accompagnement métier forcément. Alors je dis pas une PDP est mieux que l'autre, je vous dis ça dépend de vos cas d'usage, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Je pense à Zendoc par exemple, qui est un outil qui est un peu référencé chez certains, chez des tout-faire par exemple, qui ont des intégrateurs ou qui ont besoin de faire la signature électronique des BL sur les téléphones pour les chauffeurs. Bon, là par exemple, ça je sais qu'ils le font très bien, on a des clients qui en sont très contents. Vous pouvez aussi passer par eux, puisqu'ils sont aussi certifiés PDP. Ok. Moi, je vous conseille quand même de voir avec votre partenaire historique si c'est pas nous. C'est-à-dire si vous avez, vous, un partenaire qui est compatible PDP, qui est certifié PDP ou qui est branchable sur une PDP, puisqu'il y en a qui ne le sont pas, qui ne se sont pas enregistrés, mais qui sont branchés à des PDP et de voir ensemble avec nous, bah voilà, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous avez besoin de, quel est votre volume, quels sont vos flux, quels sont vos workflows, et qu'on puisse regarder ensemble la solution qui est la plus adaptée pour votre cas. Alors, je vous ai mis cette image que je trouvais bien, qui est avant, on demandait de donner l'email de la compta, bientôt on va donner le numéro de sirène Yvonne Singh. On a différents critères de choix. Être ou être interconnecté à un PDP matriculé, ce que je vous disais juste avant. La compatibilité avec Facturix, UBL et C2I, normalement, tout le monde est compatible. Toutes les PDP sont compatibles avec tous ces formats-là. La connexion qui est possible avec le RP. Pourquoi je vous ai présenté Quadient et ADGP? Parce que c'est des logiciels qu'on va complètement intégrer, enfin des partenaires qu'on a déjà intégrés, qu'on va intégrer demain. Donc forcément, quand vous allez faire la démat depuis Onaya Negos, ce sera complètement intégré, ce qui sera peut-être pas le cas, enfin c'est même sûrement pas le cas avec d'autres logiciels. La gestion du e-reporting, une interface qui est simple et automatisable, l'archivage légal pardon, qui est conforme à la loi, et forcément un accompagnement au changement. Quand je parle d'accompagnement, c'est des gens qui sont capables de faire du support, de l'audit et de l'intégration. On va terminer par un flux qui est bien représentatif de comment ça va fonctionner demain. Et on a respecté le timing, il est 10h31, parfait. On part de la gauche, hein, du logiciel, on a un négoce. On a ces fameux échanges de fichiers de facture avec les PDP, qu'un archivage légal sécurisé de 10 ans. Et vous avez, vous, votre portail pour vous y connecter, Quadient, Bob, ADGP, comme on disait juste avant, celui que vous voulez. Tout ça, ça vient de l'annuaire central. Et là, on peut avoir une ou plusieurs PDP sur les factures émises et les factures reçues et les impôts ici. Ok, donc là, pareil, de l'Edifac, du Facturix, du BZL, du BL, pardon, C2I, l'Invoicing, e-reporting, enfin vraiment tout le cycle de vie d'une facture. Et là, vous avez vos clients, vos fournisseurs et la plateforme de l'État. D'accord.